Comment ne pas terminer cet après-midi sans évidemment passer sur le grill Christine Claire qui est avec nous et qu'on est ravi d'accueillir ici à Saint-Estève pour ce salon du livre auquel vous êtes déjà venu ou est-ce la première fois? Première fois, mais j'aime beaucoup le Bordelais où j'ai fait mes premiers reportages et je suis très très heureuse de retrouver cette belle région pleine d'histoire. 50 ans de reportage, voire c'est bien cela. Vous avez côtoyé tellement de gens, et notamment nous étions en train de parler hors antenne de cet ouvrage que vous avez écrit de circonstances sur les présidents. Qu'est-ce que vous avez à dire sur certains de ces présidents? Je crois que vous parliez de 5 d'entre eux. Oui, 5 d'entre eux, j'avais intitulé ça, c'était un peu sévère. J'ai vu 5 présidents faire naufrage, mais je suis Vous êtes impressionnée. arrêté auquel? Lequel? De- Je crois que c'était Hollande. Mais oui, je suis impressionnée de voir qu'il y a tellement d'hommes et que maintenant de femmes qui ambitionnent ce pouvoir et que finalement ce ne sont jamais des fins heureuses. Voilà, c'est passionnant pendant qu'on l'exerce et je pense que tout le reste les ennuie, leur paraît insipide. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est dur. Donc c'est vrai, j'avais commencé par De Gaulle et c'était pas drôle la fin de De Gaulle. Enfin, Vous avez un aplomb extraordinaire. Carla et moi, c'est du sérieux. Et là, vous dites au président Sarkozy à plusieurs reprises, et le pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous allez en faire? Et vous êtes ostracisé par l'Élysée, c'est cela, non? il avait mal pris. Oui, oui, j'avais été mis sur la liste noire. Oui, parce que c'était vraiment une question incongrue. Enfin, Et vous osez poser des questions que les autres ne se posent pas? non, j'ose poser les questions que tout le monde se pose justement. Je crois, enfin, je vois autour de moi, les gens se la posent, mais souvent on n'ose pas la poser. Voilà, parce que peut-être ça fait pas chic, c'est pas assez recherché comme question. C'est un peu tarte. Et le pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous en faites? Oui, mais il se trouve que c'était vraiment la question majeure. Alors avant de parler de votre ouvrage, 2 mots sur De Gaulle, qui reste évidemment un monument. En 1969, il quitte le pouvoir. Ils ne sont pas nombreux les présidents à avoir démissionné. De Gaulle fait partie de ceux-ci. Et je crois que vous avez écrit un ouvrage sur cette période. C'est bien cela. Pour tout vous avouer, j'ai même écrit 4 ouvrages sur De Gaulle. Un sur la famille De Gaulle, un sur De Gaulle et Malraux, et puis 2 sur l'exercice du pouvoir et la fin du pouvoir, surtout la fin du pouvoir qui est au fond un thème qui m'intéresse beaucoup. Alors la fin du pouvoir. Pourquoi il quitte le pouvoir, De Gaulle? Il quitte le pouvoir parce qu'il a pris un coup terrible sur la tête. Mai 68. En mai 68, oui. Il s'est rétabli après, glorieusement. Mais il sent bien qu'il a perdu la main. Il y a quelque chose entre les Français et lui qui ne va plus. Et puis il voit bien que la droite préfère Pompidou. Maintenant, Pompidou. Il n'a pas vu venir 68. Non, personne ne l'avait vu venir. Franchement, il n'était pas le seul. Mais enfin, il s'en voulait beaucoup parce que de façon générale, il avait quand même toujours 15 à 20 ans d'avance. Il voyait venir beaucoup de choses, il prévoyait beaucoup de choses. Et là, il a été pris de court. Et puis surtout, il a eu l'impression de ne plus comprendre la jeunesse. Et pour un chef d'État, comprendre la jeunesse et savoir dessiner le monde d'après-demain, c'est quand même très important. Si vous aviez dû arbitrer le débat Zemmour-Mélenchon, l'auriez-vous fait de la même façon? Que voulez-vous dire de la même façon? C'est-à-dire tel que ça a été fait, je trouve de façon assez servile. Je suis convaincu que vous auriez été beaucoup plus percutante, beaucoup plus pertinente ou beaucoup plus impertinente. Vous me flattez beaucoup. Oui, c'est vrai, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse vraiment, c'est qu'est-ce que vous allez faire de la France face au monde dans lequel nous sommes. On n'est plus qu'un tout petit pays de 67 millions d'habitants. Mais est-ce qu'on en a conscience? Non, je crois que les Français n'en ont pas conscience. Ils pensent que ça va durer comme ça, qu'on n'a pas à travailler plus, à inventer plus surtout, à inventer plus. Je voyais encore sur la route entre la gare et Saint-Estèphe, la gare de Bordeaux, tous ces engins agricoles qui viennent de Ce sont les vendanges. Espagne, pardon. Ce sont les vendanges Il y a aujourd'hui. des grosses machines aussi. Tout ça est allemand ou américain. Bon, voilà, chaque fois que je vais quelque part, je m'interroge, mais qu'est-ce qu'il y a encore de vraiment français? Qu'est-ce qui va nous faire vivre? Qu'est-ce qui va faire vivre? Et vous croyez que le miracle Zemmour qu'on est en train de voir s'opérer sous nos yeux et s'explique à cause de cela? Non, Zemmour s'explique par les non-dits, par les tabous. Il y avait des choses qu'on n'avait pas le droit d'exprimer. Et à partir du moment où il a soulevé le couvercle,
eh bien ça s'exprime. C'est-à-dire un ressentiment, une peur de l'immigration, de voir la France se dénaturer, de se demander aussi comment va-t-on entretenir tous ces gens, les faire travailler, les instruire. Est-ce que notre niveau intellectuel va baisser? Or, il baisse, c'est vrai, c'est vrai. C'est une météorite ou c'est quelqu'un qui peut s'inscrire dans la durée selon vous? Il peut peut-être s'inscrire dans la durée parce que je pense qu'il va remplacer Le Pen. D'ailleurs, Le Pen, hier, on a fait quasiment son héritier et qui a besoin d'une voix comme ça. Bon, de ne pas... Vous avez travaillé sur Marion Maréchal Le Pen, je crois, hein, me semble-t-il. Et vous avez dénoncé des choses pas très agréables. Et sur Marine, parce que j'ai écrit un livre sur les femmes de pouvoir. Mais enfin, bon, elles ont été, j'allais dire, cassées par le père et le grand-père. Et j'ai aussi partagé le bureau d'Éric Zemmour au Figaro pendant 2 ans. Donc on se disputait tous les matins. D'abord, je lui reprochais beaucoup de ne pas considérer les femmes, de penser que c'était mieux la femme à la maison. Et je lui disais, je ne vois pas pourquoi tu luttes contre le modèle islamiste. Si c'est pour mettre la femme quasiment voilée ou à la maison, moi je ne vois pas, ça n'a pas d'intérêt. C'est bien si on lutte pour un autre modèle de civilisation, hein, d'épanouissement, de partage. Bon, on n'était pas d'accord du tout. Et puis alors maintenant, il y a eu aussi la querelle Pétain. Bon, moi je suis... Le glaive et le bouclier, ça c'est extraordinaire, de remettre en cause cette thèse-là. Je pensais que Pétain avait été un héros, c'est bon, mais il se trouve qu'il était vieux et de surcroît antisémite et que voilà. Ça c'est pas discutable. Bah oui, mais pour Éric, ça l'est. Voilà. Alors, c'est un gros sujet. Je ne vois pas encore, je relisais encore des choses ces jours-ci. Enfin, tout ce que Le Pen a pu déclarer aussi, qui est absolument épouvantable. Moi, j'ai justement allé dans le sens d'une réhabilitation de Pétain. Donc on pardonne à un vieillard. D'ailleurs, De Gaulle n'a pas voulu qu'il soit condamné à mort, mais qu'on mette ça sur le compte de l'âge, mais qu'on ne dise pas que ce qu'il a fait était bien, qu'il a sauvé des milliers de juifs, oui, bien sûr. Grâce à lui, il n'y aurait eu que 76 000 juifs de déportés. C'est un peu gonflé de le dire. Oui, mais peut-être un peu moins qu'ailleurs, mais il y en a eu quand même énormément, voilà. Et dans le livre que je viens d'écrire, Alors justement, parlons un peu de ce bouquin, Domenica la diabolique. Qui est Domenica? Alors, Domenica, c'est une jeune fille, la fille d'un clerc de notaire de l'Aveyron, qui monte à Paris en espérant faire fortune. Et d'ailleurs, elle va faire fortune. Nous sommes dans les années, au début du siècle finalement, nous sommes dans les années juste précédant la guerre de 14. Et puis, elle va faire fortune non pas par ses propres initiatives, non pas en créant une société ou quoi, mais en épousant un jeune homme qui, lui, commence déjà à faire fortune. Qui lui était un simple vendeur d'automobiles, mais qui a compris d'abord qu'il y avait quelque chose à faire du côté de ce qu'on appelait l'art nègre, qu'on n'a plus le droit probablement d'appeler comme ça, mais les statues... Joséphine Baker, c'était... Voilà, c'est la mode, c'est Joséphine Baker qui démarre, et puis tous les artistes de l'époque, que ce soit Picasso, Apollinaire, achètent des statuettes en provenance d'Afrique. Donc il voit qu'il y a un marché, il commence à faire des commandes là, et puis il s'intéresse à l'art, et il a du nez, il a beaucoup de nez. Il achète des toiles de Picasso, de Modigliani, pour rien. Parce qu'il faut bien voir qu'à l'époque, les peintres ne faisaient pas fortune comme aujourd'hui. Ils étaient très très pauvres. Donc pour le prix d'un simple beefsteak verre de vin rouge, ils pouvaient avoir une toile de maître, enfin, qui se revendrait des millions et des millions plus tard. Et il commence à faire fortune. Elle, à ses côtés, elle apprend le métier, elle s'instruit beaucoup sur l'art. Elle n'a pas toujours bon goût, mais elle apprend ce qui va devenir des best-sellers, si je peux dire, et collectionne. Et puis, bizarrement, il meurt. Alors, je dis bizarrement, c'est pas tout à fait exact parce qu'il était malade. D'ailleurs, il n'avait pas fait ni service militaire ni guerre.
Mais un jour, il a une urgence, il a une crise d'appendicite épouvantable et elle pense qu'elle va le guérir avec une poudre de perlimpinpin. Et puis finalement, il meurt dans la voiture qui conduit à l'hôpital. Voilà, Édin, si je peux dire. Et comme il voulait léguer sa collection à un musée national, à ce moment-là, elle a un coup de génie quand même. Elle s'invente une grossesse. Et donc, elle va chez les grands couturiers comme Balmain avec un petit coussin sur le ventre, sous sa robe, bien entendu. Et elle adopte un enfant. Il y avait des marchandes d'enfants assez chics, d'ailleurs, pour familles bourgeoises et aristocrates. Elle adopte un enfant dont elle dit que c'est son fils, le fils qu'elle a eu de Paul Guillaume, le marchand de tableaux. Et comme ça, elle garde la collection pour elle. Et elle va élever l'enfant avec un autre homme qui d'ailleurs était déjà son amant, qui lui s'appelle Jean Walter, qui est un architecte de grand renom, qui a construit beaucoup de choses à Paris, mais qui est surtout le propriétaire d'une mine de plomb au Maroc. Et donc cette mine de plomb à Zelidja va devenir extrêmement prospère et va surtout prospérer pendant la guerre, pendant les guerres successives. Et donc là, elle a épousé un milliardaire, elle mène un très grand train. On la compare à la Begum, qui était une des femmes milliardaires de tout Paris. Donc, elle dîne chez Maxims. Elle a un appartement avenue Foch de 650 mètres carrés où elle peut exposer ses 150 tableaux, dont 2 portraits d'elle-même par de grands peintres comme Marie-Laurent Saint et André Derain, et un portrait de son ex-mari également. Et puis des toiles de Derain, de Renoir, de Picasso, de Modigliani, enfin... J'allais dire ce qu'on fait de mieux à l'époque. Donc elle mène grand train et puis à un moment donné elle se lasse de son second mari qui est pourtant un homme charmant, très beau, beaucoup d'allure, beaucoup d'argent. Mais elle a des amants, ça il la laisse un peu en liberté si je peux dire. Puis elle a un amant médecin qui lui guérit ses rhumatismes. Enfin bref, elle en a assez du second mari aussi. Et un jour, ils sont dans leur maison de campagne, pas très loin de Fontainebleau. Et donc, il doit la rejoindre au restaurant. Et bizarrement, une voiture débouche et le renverse. Alors là, le même numéro, il faudrait qu'elle le conduise à l'hôpital. Au lieu d'appeler une ambulance, elle va le conduire elle-même et il va mourir dans la voiture. Et j'apprendrai, ça fait 60 ans après, j'apprendrai en rencontrant par un ami médecin, un autre ami médecin qui avait soigné, le chauffeur de la voiture, qui n'était autre que le frère de Domenica la Diabolique. Et cet homme fera des confidences en disant que c'est lui-même qui a tué Jean Walter. C'est incroyable cette affaire-là. Incroyable. Alors qu'à l'époque, il y a eu enquête et tout, personne apparemment n'a songé à savoir qui était. C'est une veuve noire. On va dire les choses comme ça. C'est une veuve noire. Oui, c'est une veuve noire, oui. Et donc son propre frère était au volant de la voiture qui a assassiné son second mari. Tout ça, vous le racontez dans ce bouquin, on est bien d'accord. Oui. Qui sort en ce moment, qui est sorti il y a quelque temps. Qui est sorti il y a quelques semaines, oui. Et voilà, alors ça m'a passionné, mais surtout ce qui m'a passionné, c'est la période, puisqu'on traverse 2 guerres, on traverse cette période de l'occupation, où il y avait une vie artistique et culturelle incroyable. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait du théâtre tous les soirs à Paris, des bals, des réceptions chez l'ambassadeur d'Allemagne, mais des concerts avec Karajan, enfin, c'était formidable. Et le marché de l'art, très prospère, sauf que les Allemands ont mis la main sur énormément de toiles. Alors Gorin, le pilleur des musées de l'Europe entière. Hein. Il avait 2 trains qui allaient vers ces 2 châteaux. Et il a pillé plus de 3000 œuvres ou davantage. Il y a une jeune femme conservateur du Louvre qui a passé sa vie entière après à aller rechercher les tableaux en Allemagne. Et Domenica, elle part dans le Midi, elle cache ses tableaux. Mais d'autres ont caché leurs tableaux avec moins de bonheur. Et j'ai pensé, en passant en train là, à Libourne, un grand marchand de tableaux qui était Rosenberg, qui est autre que le grand-père de Anne Sinclair,
avait emporté toutes ces toiles pour les mettre à l'abri, pensant les mettre à l'abri dans la cave d'un château. Mais les Allemands ont tout su, ont tout repéré. Et ils sont venus piller le château. Et de même, des peintres comme Derain, comme Braque, étaient partis avec des toiles roulées dans le coffre de la voiture. Bon. Si vous aviez connu cette période, parce que vous êtes trop jeune, hein, vous naissez pendant à l'extrême fin de cette Seconde Guerre mondiale, vous auriez dû interviewer Adolf Hitler. Comment auriez-vous fait, vous qui avez rencontré tant de gens, tant de personnalités ambiguës? J'ai l'impression que plus les personnalités sont ambiguës, plus ça vous plaît. Hein, c'est bien cela. Si vous aviez dû interviewer Adolf Hitler, que vous aviez été son invité, je ne sais pas moi, dans sa résidence, vous savez, en Bavière, qu'est-ce que vous auriez fait? Justement, commencer par là, parce qu'il faut toujours trouver le sujet qui met les gens en confiance. Voilà. Et donc, Vous l'auriez flatté? ah oui, sûrement, bien sûr, j'aurais commencé par ses collections de tableaux. Mais lui n'aimait pas l'art contemporain, dit contemporain à l'époque, évidemment, ce qui a permis à Göring de piller. Lui aimait surtout la Renaissance, oui, donc, mais j'aurais fait parler de ses tableaux, bien sûr, j'aurais fait parler. Et ça l'aurait évité de parler d'autre chose. Non, mais ça l'aurait mis en confiance, peut-être. J'essaye de l'imaginer en tout cas. Mais bon, c'est vrai que tous les témoignages montrent que il pouvait être à peu près aimable et puis tout à coup devenir un peu effroyable, quoi. Mais comme tous les dictateurs. Tous les dictateurs, on ne savait pas sur quel pied danser et le climat pouvait changer de façon très abrupte. Donc, il fallait lui plaire sans pour autant épouser ses thèses. Non, ça ne devait pas être facile, franchement. Mais je crois que les gens qui ont été admis Pour son intimité. À l'interviewer étaient déjà classés comme étant de son bord. Je l'imagine. Merci beaucoup, Christine Claire. Oui. Merci beaucoup de ce long entretien que vous nous avez accordé. J'espère que vous rencontrerez plein de lecteurs. On commence à arriver un petit peu avec le soleil qui revient ici et vous étiez la bienvenue dans ce salon littéraire de Saint-Estèphe que vous connaissiez. Le salon littéraire, non, pas encore. Saint-Estèphe, j'ai dû y passer à l'occasion de reportages dans le Bordelais. Je crois qu'un de mes premiers reportages, ça avait été un reportage sur l'affaire Cruz. Je sais pas si... Oh oui, je me souviens très bien. Ça m'avait permis de rencontrer beaucoup de monde. C'était un drame épouvantable. Il y a eu des suicides. Absolument. En même temps, on pénétrait un peu le monde discret de la bourgeoisie pinardière. Oui, absolument. Merci beaucoup, Christine Claire. C'était un plaisir. J'imagine que vous allez vous intéresser, comme tout le monde, à cette élection présidentielle. Et j'imagine que Zemmour, pour vous, c'est du pain béni, quelque part, parce que c'est quand même le poil à gratter qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un poil à gratter. Vous aimez bien les poils à gratter? C'est un phénomène. C'est pas tant le poil à gratter, c'est le révélateur d'une angoisse française. Et ça, c'est passionnant. Je vous l'accorde. Voilà, merci. Merci beaucoup, Christine Claire. Merci.